Bienvenue. Bienvenue dans le débat consacré aux élections législatives en Inde. 1 milliard d'électeurs et d'électrices se rendent aux urnes à partir de demain et ce jusqu'au 1er juin. Selon les sondages, le BJP, le parti nationaliste hindou, reste favori. En cas de victoire, Narendra Modi sera reconduit pour un 3e mandat. Modi au pouvoir depuis 10 ans est issu du mouvement nationaliste hindou. Le processus d'hindouisation ainsi qu'une dérive autoritaire du pouvoir ont dégradé l'Inde dans les classements, en tout cas sur la démocratie. Si Narendra Modi est réélu, l'Inde deviendra-t-elle une véritable démocratie illibérale? La survie de la démocratie indienne est-elle l'un des enjeux de ces élections? Comment expliquer la popularité de Narendra Modi? Quel est son bilan et où en est l'opposition? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vaiju Naravan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante pour The Wire. Merci de participer au débat. Nous avons avec nous par Skype de New Delhi, Sophie Landrin, bonsoir, chef du bureau d'Asie du Sud et d'Inde du journal Le Monde. Bonsoir à vous et merci d'être là. Vous êtes également co-auteur avec Guillaume Delacroix de Dans la tête de Narendra Modi. C'est aux éditions Actes Sud. Bienvenue. Bonsoir. Et nous avons également avec nous pour ce débat Christophe Jaffrelot. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche international, série Sciences Po, CNRS, auteur de L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique, c'est chez Fayard. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose justement d'écouter Narendra Modi. Nous mettons l'accent sur la dignité de la vie. Nous mettons l'accent sur la qualité de la vie. Et nous mettons l'accent sur les possibilités d'emploi grâce à l'investissement. Nous allons maintenant nous efforcer de réduire à 0 les factures d'électricité pour des millions de familles et de créer des possibilités de gagner de l'argent grâce à l'électricité. Nous avancerons également sur l'initiative visant à soutenir l'idée d'une nation, une élection. Le BJP considère que le code civil unique est également essentiel pour le bien-être de la nation. Vaiju Narendra Modi, donc son parti qui reste favori pour l'instant. Votre site d'information, vous, The Wire, a été victime d'une attaque du gouvernement Modi. L'enjeu de ces élections, est-ce que c'est justement la survie de la démocratie libérale indienne? En tout cas, la démocratie qu'on a connue en Inde, depuis 1950, quand on a déclaré la République indienne avec la constitution d'aujourd'hui qui a été adoptée, qui par la suite a été définie comme une république séculaire. C'est ça que Narendra Modi et le BJP voudraient à la longue changer. Ils veulent que l'Inde devienne vraiment une nation d'abord pour les hindous et puis après pour les minorités musulmanes, chrétiennes et d'autres. Et la minorité musulmane se sent particulièrement ciblée par Modi, aussi bien que les intellectuels, les académiques, les milieux des écrivains et d'autres. On trouve que l'espace pour l'expression libre en Inde est en train de se rétrécir. Sophie Landrin, la démocratie, c'est pourtant quelque chose d'important en Inde. On a toujours parlé de la plus grande démocratie du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec Vaiju Naravan? La question démocratique est finalement au cœur de l'enjeu de cette élection. Est-ce que la participation, vous qui êtes sur place, sera forte? Aux dernières élections, il y a 5 ans, il y a tout de même eu 67% de participation. Oui, elle pourrait être forte, c'est difficile à savoir à l'avance, mais la démocratie indienne est une démocratie vivante. Le problème, c'est qu'effectivement, elle a été attaquée. Alors, on parle encore de plus grande démocratie du monde parce qu'il y a des élections libres et que le processus qui s'ouvre demain
est à la hauteur du pays. C'est un pays gigantesque et le processus va s'étaler sur 7 phases tellement le pays est grand et que c'est difficile de l'organiser. Mais je pense que aujourd'hui, la démocratie ne peut plus se définir uniquement par des élections libres. Elle se définit aussi par la force des contre-pouvoirs, par le respect des institutions, comme la justice, comme la commission électorale, comme la liberté de la presse. Et ce sont autant de piliers de la démocratie qui ont été attaqués depuis 10 ans sous le règne de Narendra Modi. Christophe Jaffrelot, alors vous, dans votre livre, vous parlez carrément de démocratie ethnique. Pourquoi ? Parce que dans un pays comme celui-ci, on voit des groupes, les minorités, les musulmans en premier lieu, ne pas jouir des mêmes droits que la majorité. Alors c'est vrai dans les faits, par exemple, on a maintenant des groupes qui exercent une véritable police culturelle sur les campus universitaires ou même dans la rue, et stigmatisent et même répriment, voire lynchent des musulmans. Mais c'est aussi vrai en droit, puisque vous avez maintenant des lois qui, contrairement à la logique laïque de la Constitution, considèrent que la religion est un facteur, un vecteur, un critère d'accès à la nationalité. On a réformé le droit de la citoyenneté en Inde, de sorte que seuls les non-musulmans, parmi les réfugiés du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afghanistan, sont éligibles à la citoyenneté indienne. D'autres lois, au niveau des États, rendent les mariages interreligieux très difficiles, rendent les conversions très difficiles, rendent la vente d'un bien immobilier à quelqu'un qui n'est pas de sa religion très difficile. Bref, on est dans une logique d'ethnicisation qui effectivement rend la citoyenneté inégale. Et c'est ce qui fait qu'on parle de démocratie ethnique. Le mot nous vient d'Israël. Ce sont des politologues israéliens qui l'ont appliqué pour désigner ce qu'était la condition des Arabes d'Israël. On est dans une situation qui de plus en plus y ressemble. Vajou Naravan, mais pour autant, 80% des Indiens aujourd'hui ont une opinion favorable du BJP après 10 ans au pouvoir de Narendra Modi, dont on voit les conséquences, vous l'expliquez. Pourquoi ? Est-ce que d'abord c'est son bilan économique, une très forte croissance tout de même pendant 10 ans, malgré des inégalités persistantes, ou est-ce que c'est l'hindouisme qui finalement a créé un nationalisme qui finit par souder une partie de la société ? Il y a plusieurs facteurs. Si on voit où Narendra Modi a vraiment réussi, il a pris les programmes c'est-à-dire de l'État-providence qui existaient déjà. Sous le Parti du Congrès, on subventionnait massivement les démunis avec des rations. Vous recevez des sacs de farine, du sel, de l'huile, de sucre tous les mois si vous tombez dans des couches qui sont sous le seuil de pauvreté. Sauf que pendant le gouvernement de Congrès, il y avait beaucoup de corruption qui était liée à cette distribution. Narendra Modi a fait en sorte que ces biens arrivent directement par le biais de la technologie et de la haute technologie, qu'il y a plus de contrôle. Alors les gens pensent que ce gouvernement est beaucoup plus honnête, qu'il reçoit directement les choses dans leur compte bancaire, qui n'était pas le cas. Et là, c'est vrai que d'une certaine mesure, il a amélioré un peu la gouvernance du pays pour les plus pauvres. Mais aussi, il a rendu les hindous fiers, parce qu'on disait toujours à propos des hindous que c'était des faiblards, qui ne se battaient pas, qui avaient été conquis par les musulmans, d'abord les grands Moghols, et puis les Anglais, que c'était des esclaves. Et donc, il a dit non. Nous sommes devenus virils avec Modi. Et ça a marché. Ça a marché. Et puis la troisième chose, c'est que les gens croient que Narendra Modi lui-même
a manipulé en quelque sorte pour avoir la présidence des G20, qu'il a eu des grands succès à l'étranger. Forte diplomatie opportuniste, on dit même. Absolument, mais que Narendra Modi a mis finalement l'Inde sur l'échiquier international. Qu'il y a une espèce d'aura autour de l'Inde et la croissance économique qui était inévitable. Parce que vraiment, les bases de cette croissance ont été déjà mises, mais l'Inde est devenue le 5e pays plus riche du monde, la 5e économie du monde, et lui, il vante ça comme si c'était un accomplissement personnel. Rahul Gandhi, donc le chef de file du Parti du Congrès dans le Kerala, on va l'écouter. Il est important de comprendre que cette élection est fondamentalement différente. Je ne pense pas que la démocratie ni la Constitution aient déjà été aussi menacées qu'aujourd'hui. Cette élection montre l'opposition entre ceux qui tentent de détruire la Constitution et la démocratie dans ce pays et ceux qui veulent au contraire les protéger. Nous pensons qu'il est très important, une fois ce combat remporté, de nous occuper des intérêts de la grande majorité du peuple indien. Sophie Landrin, on voit bien le discours de Rahul Gandhi, chef de file donc, du Parti du Congrès. Il a failli perdre son mandat de député parce qu'il a été condamné à 3 ans de prison. Bref, il incarne ce parti avec son nom aussi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de la part de Rahul Gandhi et des autres du Parti du Congrès de remonter la pente? Pourquoi est-ce que finalement le parti de Modi reste en tête? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, on se rend compte que les moyens sont complètement disproportionnés et vont en faveur de Modi et du BJP, qui disposent d'une force de frappe considérable, de moyens financiers beaucoup plus importants, de moyens logistiques, des moyens aussi de l'État. Donc déjà, il y a une disproportion flagrante des moyens à disposition de la majorité et de l'opposition. D'autre part, le deuxième élément, c'est que les médias sont aujourd'hui largement acquis au pouvoir. Et leur rôle, c'est principalement de mettre en avant Modi, mais aussi d'affaiblir l'adversaire. Donc, il faut aussi compter avec cet écosystème médiatique qui est très défavorable à l'opposition. Et puis, c'est vrai qu'il y a un autre élément qui dessert l'opposition, c'est que Rahul Gandhi, c'est un homme de très bonne volonté, mais qui n'a pas suffisamment de charisme, qui n'a pas suffisamment d'expérience pour faire face à un animal politique comme Modi. Alors, l'opposition, cette année, a fait un effort considérable en s'unissant, ce qui n'était pas le cas en 2014 et en 2019, mais le doute subsiste pour savoir si ça sera nécessaire face à des machines aussi puissantes que celle du BJP, de Modi et du RSS. Christophe Jaffrelot, votre point de vue là-dessus, c'est intéressant parce qu'effectivement, Sophie Landrin parle de puissance de ce parti, alors que pendant des années, on a parlé de la puissance du Parti du Congrès. Oui, la roue a tourné, mais le Congrès avait laissé à l'opposition les moyens de se battre. Aujourd'hui, le BJP de Narendra Modi empêche l'opposition de mener un combat équitable. Ce sont les élections les plus inéquitables que l'Inde ait jamais connues depuis que l'on vote au suffrage universel, depuis 1951. Vous avez une opposition qui est empêchée de mener campagne. Les comptes bancaires du Congrès ont été gelés. Des leaders particulièrement importants de l'opposition sont en prison, à commencer par le chef du gouvernement de l'État de Delhi. On soumet à des pressions considérables les députés sortants de l'opposition, en maniant à la fois le bâton et la carotte. On les menace eux aussi d'emprisonnement, eux aussi de redressement fiscaux, et puis en échange, on leur offre la promesse d'un portefeuille ministériel. On a cette situation unique dans l'histoire de l'Inde aujourd'hui, un cinquième à un quart des députés, des candidats à la députation du côté du BJP qui viennent de l'opposition, qui sont des
des gens qui ont tourné kazakh. Donc on est dans une situation alors qui, en plus de cela, a connu une évolution très rapide ces derniers temps. Plus aucun média indépendant digne de ce nom aujourd'hui en lice. La dernière chaîne de télévision qui pouvait encore se montrer critique, NDTV, a été rachetée par un oligarque proche de Narendra Modi, Gautam Adani. D'ailleurs, on voit aussi des correspondants étrangers expulsés ou forcés à quitter le pays. On est dans une situation où il n'y a pas vraiment de moyens pour l'opposition de faire valoir ses arguments. Et donc là, la critique qui est adressée à l'opposition est particulièrement, je dirais, infondée, parce que si on rétablissait une égalité de traitement, on verrait certainement une différence. Alors, un dernier point, jamais Narendra Modi n'accepte une conférence de presse, jamais vous n'avez un débat contradictoire, et une démocratie où il n'y a pas un échange d'arguments ne mérite guère ce nom. Vaishnav Naravan, donc manifestement le BJP est favori pour cette élection. L'objectif de Modi, c'est d'atteindre 400 sièges pour avoir une majorité de 3/5 qui lui permettrait de modifier la Constitution. C'est ça son objectif? C'est ça son objectif, mais c'est pas aussi facile que ça. Mais son objectif, c'est vraiment d'atteindre ça parce qu'il voudrait enlever le mot séculaire qui est dans la Constitution. Parce que la Constitution, l'Inde, c'est un État laïque. C'est un État séculaire, pas tout à fait laïque, pas aussi strict que la laïcité, mais où l'État tolère toutes les religions et l'État montre un traitement égal envers toutes les religions. Mais l'Inde est un pays hyper religieux, où la religion est présente dans toutes les sphères publiques. C'est pas comme en France où on sépare l'État et la religion. La religion est censée être une affaire privée. En Inde, pas du tout. Mais il risque de ne pas les avoir, ces 400 sièges. Aujourd'hui, il en a 300, un peu plus de 300. Ils ont 303. Mais moi, je pense qu'ils ne pourront pas... Et avec ses partenaires d'alliance, ils ont 372. Mais selon moi, ce serait très difficile parce que les 4 États du Sud, c'est très difficile pour Narendra Modi, qui est très puissant dans le nord de l'Inde. Il a effectivement divisé l'Inde dans le nord et le sud. Il y a une espèce de polarisation. Mais les gens du Sud n'achètent pas ces arguments, cette narrative de l'Inde hindoue et tout ça. C'est difficile pour lui de percer dans le Sud où il y a des partis régionaux qui sont très, très puissants. Mais il va faire le maximum. Le problème est qu'il va gagner des sièges dans certains États qui avaient voté contre lui en 2019, mais il va perdre des sièges dans certains autres États où il y a une désaffection avec lui. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dresser un bilan de probables résultats, mais pour moi, c'est très difficile pour lui d'atteindre les 3/5. Sophie Landrin, vous êtes d'accord, ça va se jouer finalement dans ces États du Sud? Il y a une fracture entre le Nord et le Sud aujourd'hui en Inde? Ah oui, il y a ce qu'on appelle l'Indie Belt, le nord de l'Inde qui est très favorable au BJP, comme un territoire comme l'Uttar Pradesh, qui est l'État le plus peuplé d'Inde. Et puis il y a effectivement ce sud qui résiste, où le pluralisme religieux est beaucoup plus important, où on vit encore de manière beaucoup plus harmonieuse. Mais le RSS fait un travail considérable et donc même dans ces États... Le RSS, le parti hindouiste. Le RSS, le parti hindouiste, c'est ça? Non, le RSS, c'est l'organisation mère des nationalistes hindous. C'est une énorme organisation qui maille tout le territoire et qui revendique 8 millions de membres. Le BJP n'est que la branche politique de cette organisation. Et Narendra Modi, il est issu de cette organisation. Il a été formé sur les bancs de cette organisation. C'est vraiment une pièce maîtresse dans l'Inde d'aujourd'hui. Et dans la conquête du pouvoir de Modi, cette organisation a joué un rôle majeur. Et donc, cette organisation qui est très présente dans le nord de l'Inde commence à pénétrer le sud. Donc, le sud, ce n'est pas un territoire imprenable pour le BJP.
Christophe Jaffrelot, un mot de conclusion justement. A priori, ces élections, donc ça va durer jusqu'au 1er juin. On devrait avoir des résultats vers le 4 juin, c'est ça? Donc, vraiment, l'enjeu pour Modi, c'est est-ce qu'il aura 400 sièges ou pas? Et ce n'est pas sûr, hein, d'après ce que nous dit Vaidjou Naravan. Oui, tout dépendra aussi de ce que l'opposition fait vraiment, parce que vous avez plus de 25 partis qui se sont coalisés. Auront-ils un seul candidat à opposer au BJP ou seront-ils divisés? Ça, c'est un facteur majeur. Il faut quand même rappeler que le BJP n'a jamais remporté plus de 37% des sièges, hein, qu'il ne s'agit pas d'un parti hégémonique en voix, c'est un parti hégémonique en sièges, du fait de la concentration de ses forces dans des zones très peuplées du nord de la zone Indie Belt. Mais il n'y a pas que le sud qu'il s'est aliéné. Il s'est aliéné le Pendjab et les Sikhs qui sont majoritaires au Pendjab, et il n'a toujours pas réussi à pénétrer le Bengale. En fait, on est sur un système de représentation distordu par le mode de scrutin. Le mode de scrutin à un tour fait que le cœur indiophone de l'Inde, tellement peuplé, fait qu'avec 37% des voix à l'échelle du pays, on peut avoir une majorité absolue, mais aller jusqu'à 400 sièges, ça dépendra vraiment du degré d'unité de l'opposition et ça dépendra du caractère libre ou pas de ces élections. Va-t-on libérer les prisonniers politiques? Va-t-on permettre à des journalistes de faire leur travail? Voilà des enjeux qui sont décisifs pour que l'élection ait un sens. Elle est en train de perdre son caractère, je dirais, démocratique minimum en permettant que les opinions puissent s'exprimer et que les choix se fassent librement. Merci. Voilà, donc des élections qui vont durer, le scrutin en tout cas a lieu pendant 1 mois et demi. La fin, donc c'est le 1er juin. Les résultats vers le 4 juin. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot. Merci aussi à vous Sophie Landrin. Vaidjou Naravan, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.